contre les réformes Blanquer et Parcoursup. 06. Je pense que la société est mûre pour des réformes, c'est vrai dans le domaine de l'éducation. Si je suis toujours tombée dans des écoles avec des équipes impliquées, c'est qu'il y a quand même une majorité d'enseignants qui le sont. Et j'ai toujours été dans des écoles où on a participé à un maximum de projets, où on essaye de se mobiliser pour donner le meilleur à nos élèves. Et après, au niveau de l'exemplarité, on essaye de faire de notre mieux, de montrer une bonne image et de respecter au maximum ce qu'on nous demande d'appliquer. Moi, j'interprète ça plutôt comme on nous muselle. On veut nous museler et quand je mets ça en parallèle avec la manière dont ils veulent former les enseignants maintenant et le fait qu'on ne consultera plus, tout sera décidé par le ministère, eh bien je me dis qu'en fait ce qu'on veut c'est nous faire rentrer dans des cases et qu'on ne puisse plus rien dire et qu'on soit muselé en fait. Sinon, il n'y aurait pas ce premier amendement où on nous demande de plus pouvoir, de plus nous exprimer parce qu'au final, il faut être d'accord avec lui, sinon il faut se taire. Et puis voilà, l'image, de toute façon, quand on fait passer le message qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la faute des enseignants, alors est-ce que c'est une mauvaise image de nous qu'il a ou est-ce que c'est une image qui l'arrange pour la population? On peut se poser la question. Les évaluations nationales OCP, pour nous, elles ne nous ont rien apporté. Celles qui ont été passées en septembre, au 17 septembre, on a évalué des compétences que les élèves sont incapables d'avoir à l'entrée au CP. Donc on pourrait dire que ça, c'est plutôt une évaluation de la grande section, puisque 15 jours après la rentrée, c'est pas possible d'évaluer quoi que ce soit par rapport au CP. Sauf qu'il y a des choses qui sont évaluées qui ne font pas partie du programme de la grande section. Donc on met les élèves en difficulté déjà d'office. Donc ça interroge. Quant à la deuxième série qui a été faite au mois de fin janvier, début février, elle reprenait des choses elle reprenait pratiquement tout de ce qui avait été passé lors de la première série. Et on a été nous interpellés parce qu'on nous demande 100% de lecteurs. Et dans ces évaluations, la compétence lecture était évaluée, mais simplement par rapport au décodage, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune question de compréhension par rapport au texte qui avait été lu par les enfants. Donc ça aussi, ça interroge. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Est-ce qu'on veut des élèves qui savent lire et puis ils décodent en fait, mais s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave? Ou est-ce qu'on veut former des esprits et auquel cas, oui, la compréhension elle est fondamentale. Alors ce qu'on a expérimenté, moi je suis dans une école en REP, donc CPD doublé cette année, et on nous a fortement recommandé de lire le guide orange, qui effectivement donne tout un tas de marches à suivre pour évaluer les méthodes de lecture et choisir la méthode. Donc nous on avait une méthode de lecture qu'on utilisait déjà dans l'école, correspondait aux critères du guide orange, donc on l'a gardé. Mais par contre, on nous a demandé d'expérimenter les ateliers de la cigale. Et c'est intéressant, mais là où on s'interroge, c'est qu'on est censé bénéficier d'un accompagnement par rapport à ce dispositif. Et en réalité, on s'est aperçu que ce n'était pas un accompagnement, mais une évaluation des enseignants. Avec, par exemple, nous, dans notre école, un enseignant pour lequel on nous a demandé qu'à la rentrée, il ne soit plus sur le dispositif, sans aucune raison, sans aucune justification. Cet enseignant avait eu son PPCR cette année, son rendez-vous de carrière, tout s'est très bien passé. Le DAZEN est venu visiter l'école, il a vu l'enseignant 5 minutes, ça ne lui a pas plu, cet enseignant ne lui a pas plu. Et derrière, on nous dit il faut qu'il quitte le dispositif. Donc ça aussi, ce sont des méthodes qui interrogent et qui font peur. Pour l'accueil des enfants en situation de handicap, jusqu'à présent il y a des AVS, des assistants de vie scolaire ou des assistants, la plupart sont des femmes, qui sont affectés à un enfant. Là, ça va être des mutualisations, ce qui veut dire qu'elles auront moins de temps à consacrer à chaque enfant et ça sera beaucoup plus compliqué. Concernant l'inclusion, je me suis aperçu que on appliquait déjà ce qui était prévu par la loi Blanquer, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont notifiés pour avoir une AVS, que ces élèves, ce sont des élèves pour lesquels on a demandé entre 10 et 12 heures d'accompagnement,
Et en fait, dès maintenant, ils n'ont plus d'AVS individualisés, mais ils ont des AVS mutualisés. Ce qui signifie que dans les faits, on a une AVS pour 3 élèves par exemple. Et donc au lieu d'avoir 12 heures d'accompagnement, ils n'en ont que 8. Donc l'état des lieux aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a déjà commencé, on a déjà entamé ce qui va être généralisé. Et c'est très très inquiétant. En tant qu'enseignante déjà, je m'inquiète par rapport aux devoirs de réserve qu'on veut nous imposer. Je m'inquiète aussi par rapport au fait que la formation des enseignants va être choisie, désignée de manière unilatérale. Je m'inquiète aussi en tant que directrice de l'avenir des directeurs d'école, de la proximité aussi que nous allons pouvoir conserver ou pas avec les familles. Par la création des établissements, des super établissements. Le directeur, c'est aussi l'unité de l'école, et du coup, s'il est plus sur place, il n'y a plus ce lien avec les parents quand il y a un souci ou même pas un souci. Pour avoir certaines informations, on n'a plus ce lien. Et les gens ne feront pas forcément le déplacement d'aller jusqu'au collège pour avoir les informations dont ils ont besoin ou pour échanger sur quoi que ce soit. L'idée, c'est effectivement de faire des économies, comme pour tout, comme des économies sur les questions des directions, des économies sur les AVS, et puis dans cette loi, il y a aussi quelque chose de très très grave qui va faire en sorte que des étudiants et des étudiantes en M1 puissent être affectés dans des postes d'enseignement. Ce qui veut dire que ces gens vont être des remplaçants. Parce que nous voulons remplaçants, ça sera plus des postes de titulaires. Et ça, c'est très grave pour deux raisons. C'est encore des économies. Et puis enseigner, c'est un métier qui s'apprend. Et le mieux, c'est que ce soit quand même des gens formés. Et là, la formation, il n'y en a pas. Et du coup, on se retrouverait comme aux États-Unis avec des écoles privées qui ont des subventions, les enseignants qui du coup veulent gagner mieux qui iront là-bas, avec un tri des élèves, donc forcément, et des écoles publiques où on aura ceux qui ne peuvent pas se permettre les écoles privées, tant du point de vue des enseignants que d'un autre point de vue. Et du coup, c'est la suite logique, selon l'école de laquelle on vient, on aura moins accès au travail. Après, là, on étend beaucoup, on n'en est pas encore là, mais si on ne bouge pas maintenant, on peut y arriver.